Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce qui va être, hélas, le dernier épisode de notre conversation avec Aliette Martin et Olivier Giel, les piliers de la comédie française ou deux des piliers de la comédie française, je ne vais pas les faire rougir, même si nous sommes derrière un micro et que ça ne se voit pas, pendant 50 ans l'un et l'autre. Nombre de sujets n'ont pas encore été abordés. Je voudrais d'abord que vous expliquiez comment une pièce peut être représentée, salle Richelieu, et qu'est-ce que c'est que le répertoire, Aliette Martin? Alors, le répertoire, c'est toutes les pièces qui ont été reçues par le comité de lecture. Qui est composé de? Qui est composé du comité d'administration, c'est-à-dire des 7 sociétaires, présidé par l'administrateur général et complété de 4 personnalités du monde des arts et des lettres. Choisi par la Comédie Française ou nommé? Choisi par l'administrateur pour 2 ans, renouvelable ensuite. Donc, il n'empêche que les sociétaires ont la majorité des voix. Donc, ils ont un rôle très important pour la constitution de ce répertoire. Ce répertoire qui comporte actuellement, je crois, plus de 3500 pièces et 800 auteurs, dont beaucoup sont évidemment tombés complètement dans l'oubli, se constitue donc au fur et à mesure des projets de l'administrateur. Et pendant très longtemps, on était obligé de faire entrer au répertoire une pièce, par exemple un Shakespeare, si c'était une nouvelle traduction. On était obligé de le resoumettre au vote du comité de lecture, jusqu'à ce que Jean-Pierre Miquel, par un souci pragmatique, ait supprimé ça. Une fois qu'un Roi Lear est entré au répertoire, même si on remonte le Roi Lear dans 3 ans dans une traduction tout autre et un projet tout différent, il est inscrit au répertoire, on n'a pas besoin de revoter. En même temps, c'est un peu dangereux quelquefois. Ça peut être un peu dangereux. Et le comité de lecture se heurte aujourd'hui à de nouveaux obstacles. C'est la multiplication des projets, adaptation de films, écriture de plateau, adaptation de livres, etc. Écriture de plateau, c'est le nom pompeux d'improvisation. Exactement. Absolument. Ouais. Exactement. Mais même adaptation de films ou de romans, parce que pour des questions de temps, tout simplement, quand vous décidez, par exemple, d'adapter Fanny et Alexandre, vous n'avez pas l'adaptation et le texte 1 an et demi à l'avance. Donc, sur quoi le comité de lecture peut-il se prononcer? C'est actuellement, oui, mais c'est le projet qui n'est pas le texte. C'est pas le texte. Non, c'est un projet global. Un projet, c'est quand même très vague. Et donc ça, c'est pour moi actuellement, c'est le gros problème du comité de lecture. Pardon, mais essayons de comprendre ça. Fanny et Alexandre, vous l'avez dit, Julie Deliquet, la mise en scène, la règle du jeu. Mise en scène, ça va me revenir à vous aussi, la brésilienne, absolument. La brésilienne. Oui, pardon à elle, mais nous reviendrons. Et les damnés, mise en scène d'Ivo Van Hove. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient dire au comité? On va dire, je vais transformer ce film en une pièce de théâtre. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes d'accord? Merci beaucoup, au revoir, ça coûtera tant et on n'en parle plus. D'accord. Si, je comprends en effet que c'est une certaine imprudence. C'est un problème, oui. Une certaine imprudence, d'autant plus que, sans vouloir trop m'immiscer immiscer mes jugements dans notre conversation, la règle du jeu est restée pour moi une... Christiane Jataï. Christiane Jataï, voilà, absolument. D'ailleurs, les damnés aussi, mais une très inutile, pour rester poli, une très, très inutile transformation d'un chef-d'œuvre que tous ceux qui l'ont vu
l'ont en général revu et l'ont en tête. Quant aux damnés, il m'a paru très difficile d'avoir sur scène, même si c'était au départ à Avignon, d'avoir sur scène ce qu'a fait ce film. Mais on sentait bien qu'il y avait derrière la mise en scène, qu'il y avait une idée de secouer la troupe plus ou moins malgré elle. Mais à la fin, elle s'y est beaucoup fait, j'ai l'impression. Paradoxalement, les metteurs en scène deviennent des auteurs. Ils rendent aux auteurs ce qu'ils leur ont volé. C'est très intéressant, mais c'est aussi dans l'air du temps, dans notre époque, parce que partout, il y a cette mode de l'écriture de plateau. Il y a eu la mode des comédiens metteurs en scène, des acteurs qui dirigeaient leurs camarades. Il y a eu la mode des metteurs en scène, et ça a été très important. Maintenant, on est dans ce temps de l'écriture de plateau. Demain, il y aura encore autre chose. C'est pas inintéressant, je suis d'accord avec ce que dit Aliette, mais ce n'est pas inintéressant de faire entrer, par exemple, Fanny et Alexandre, qui a été découpé, remonté par Florence Sévos et Julie Deliquet. C'est pas inintéressant d'avoir cette proposition au répertoire de la Comédie Française. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est du travail. C'est du travail, précisément. C'est du travail. Alors que l'écriture au plateau, c'est souvent... C'est-à-dire que le comité de lecture... C'est pas la même chose. Non, le comité de lecture n'est pas une institution d'acceptation des textes. Le comité de lecture devient une consécration de certaines mises en scène ou de certains textes. C'est autre chose. Vient de vous jeter un regard noir. Non, d'abord, l'écriture de plateau, c'est l'écriture qui se fait en répétant. C'est pas la même chose qu'une adaptation d'un film. C'est ce que faisait Molière. C'est bien pire par rapport au comité de lecture. C'est exactement ce que faisait Molière. Parce qu'on n'a pas du tout de texte jusqu'à ce que les répétitions démarrent. Donc, c'est impossible. Quant au reste, je ne comprends pas ce que tu dis quand tu dis que c'est une consécration. C'est une reconnaissance. C'est-à-dire que... c'est une reconnaissance a priori. Le répertoire de la Comédie Française, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque des plus grands textes ou dialogues. Et des plus mauvais aussi. Et des plus mauvais. Il y en a qui n'ont été joués qu'un acte ou une représentation dans le répertoire. Absolument. Il y a beaucoup de levées de rideau aussi. À une époque... Au 18e, où tous les acteurs écrivaient des levées de rideau. Dans le répertoire, il y a à peu près 1000 levées de rideau. J'avais essayé de faire des petits films avec des réalisateurs à partir des levées de rideau. Cela parce que le temps de la représentation était plus long. Ça ne durait pas 12 heures, mais 4, et il y avait plusieurs actes. Le gros morceau, la pièce principale, et le lever ou le baisser de rideau. Aujourd'hui, c'est autre chose, c'est un autre temps. Mais quand je disais Molière, on dit que Molière n'a pas écrit ses pièces, c'est archi faux. Certains le disent, c'est archi faux parce qu'il écrivait pour les acteurs et avec les acteurs. Il avait des canevas, comme dans la tradition de la Commedia dell'arte, et il écrivait, à part le Misanthrope ou des pièces plus élaborées en alexandrin, il écrivait au fur et à mesure des répétitions avec sa troupe, avec ses personnages. Le personnage, par exemple, de Nicole dans Le Bourgeois Gentilhomme, avec ce rire insupportable, c'était Mademoiselle Beauval qui avait ce même rire et cette voix perchée et qui exaspérait toute la troupe. Molière s'en est saisi. Et puis il parlait de lui-même aussi et il racontait sa propre vie. Molière écrivait pour sa troupe et pour ses acteurs. Molière n'était pas là à commencer une répétition et à laisser chaque acteur mettre sa petite réplique ou faire son texte. Je n'en sais rien. Non. Et puis il y a aussi une différence entre les toutes premières farces qu'il a écrites et des comédies comme Le Misanthrope. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Mais je ne pense pas qu'il laissait libre cours aux improvisations de ses acteurs.
Alors, avant que je Il sois écrivait pour eux. Je obligé ne sais d'appeler pas. les pompiers pour vous séparer, Aliette, dans votre livre, vous racontez, à propos justement des comités de lecture, et à propos de traduction, vous avez parlé tout à l'heure de traduction, vous racontez une histoire de traduction, la traduction d'un tramway nommé Désir, qui montre, je crois, assez bien le problème des traductions et le fonctionnement du comité de lecture. Je peux vous demander de re-raconter Oui, cette... c'était avec Lee Breuer, un metteur en scène américain qui ne parlait pas un mot de français. Très ami de Tennessee Williams. Très ami de Tennessee Williams, absolument. Et qui devait donc monter le tramway nommé Désir, entré au répertoire de Tennessee Williams d'ailleurs, et dont la traduction avait été confiée à Desprats, Traducteur shakespearien. traducteur Jean-Michel Desprats. Et il n'a pas été satisfait de cette traduction, expliquant qu'il y avait plusieurs niveaux de langage selon les milieux sociaux, que la traduction ne rendait pas du tout ça, etc., etc. Et il a commencé à travailler avec une universitaire, une autre universitaire. Et finalement, le texte qui est sorti, lui ne sachant pas le français, sa compagne qui ne savait pas non plus le français, qui était comédienne elle-même, qui s'en sont mêlés. Enfin bon, bref. On avait reçu un texte qui n'avait rien à voir avec le texte qui a été joué, mais strictement rien à voir. Voilà. Donc, c'est un exemple oui, Voilà. d'entrée au répertoire d'un texte qui n'est pas celui qui n'est pas du qui tout sera celui, joué. Alors, on a évoqué beaucoup... Oui, Olivier. Mais il ne faut pas supprimer pour autant ce mot essentiel de la comédie française, comme la troupe, le répertoire ou l'alternance, le mot répertoire. Ça évolue, ça bouge, il faut lui donner une autre existence, une autre raison d'être, mais le mot répertoire est essentiel à l'histoire et à la vie de la comédie française. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais Nous retrouvons. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ces derniers temps, de la part ou des administrateurs, ou peut-être même de la troupe, mais une interprétation du mot répertoire, une compréhension du mot répertoire qui n'est pas celle qu'elle devrait être, c'est-à-dire vous avez parlé d'une bibliothèque dans laquelle on puise, et est-ce que le mot de répertoire n'est pas ressenti par certains administrateurs ou par la troupe d'une manière négative, d'un air de dire ça c'est les vieux machins qu'on traîne derrière Oui, nous? alors que c'est en évolution permanente, le répertoire. Permanente. Et un enrichissement permanent. D'ailleurs, le mot répertoire chez les anglo-saxons et chez les Russes, ce sont les spectacles. C'est la programmation, ce ne sont pas les textes. Et c'est l'alternance aussi. En anglais, c'est l'alternance. Et alors, l'alternance, précisément, c'est une des caractéristiques de la comédie française que vous définiriez comment, Aliette Martin? Alors, l'alternance, c'est le fait de ne pas jouer les spectacles en série, mais d'avoir 4 ou 5 spectacles en alternance, une même semaine, dans la salle Richelieu, et quelquefois un 5e ou 6e spectacle en répétition en scène dans la journée. Et cette alternance est extrêmement précieuse, d'abord d'un point de vue artistique, parce qu'elle donne aux comédiens une souplesse, une habileté de jeu qu'ils n'auraient pas en jouant de longues séries. Deuxièmement, au point de vue économique, parce que ça permet à des spectacles qui ont moins de succès d'être soutenus par des grands classiques dont le succès est assuré au point de vue des recettes. Et puis, c'est aussi très important parce que c'est la justification de tous les services de la maison, de bien des services techniques de la maison. L'alternance justifiant le nombre de machinistes, de tapissiers, de tous les métiers du plateau, qui ne seraient pas en si grand nombre s'il n'y avait plus d'alternance. Et actuellement, malheureusement, je pense pour des raisons financières, puisqu'à Richelieu, le nombre de créations diminue, donc on augmente le nombre de reprises, mais à force de diminuer le nombre de créations, on va reprendre toujours les mêmes spectacles. C'est une pente un petit peu dangereuse, je trouve. C'est Olivier Giel. Je suis complètement d'accord. Et c'est vraiment la spécificité absolue de la comédie française. Ah oui.
avec troupe et répertoire. Ce sont les 3 mots moteurs de la comédie française et il ne faut pas toucher à cette alternance. C'est le seul théâtre en France qui pratique cela. C'est aussi important pour les acteurs, pour le public. Quelqu'un qui vient de province ou qui vient de l'étranger peut s'offrir en 3-4 jours à la Comédie Française 3-4 spectacles différents. Ou même en moins de 4 jours. On peut, si on vient le week-end, si on a le samedi en matinée, en soirée, le dimanche. Absolument. Non, mais même sans si on a oui. la possibilité. Enfin, moi, j'ai été frappé quand j'ai travaillé avec la troupe du nombre d'entre eux qui passaient, d'abord qui traversaient la rue de Rivoli pour passer du studio théâtre où ils avaient fini à 8h ou 8h moins 5 pour filer à la Comédie Française où ils jouaient à 8h30 et où ensuite, jouant le samedi, un petit rôle dans une pièce importante et le dimanche, un grand rôle dans une pièce non moins importante. Oui. Oui, c'est très important. C'est un exercice extraordinaire pour les acteurs. Alors voilà, je parlais du public. Pour les acteurs, c'est un exercice extraordinaire et indispensable de se retrouver avec jouer une tragédie en matinée et jouer un Feydeau le soir. C'est extraordinaire. On a même connu des moments de fatigue, des répliques de Feydeau qui se retrouvaient dans Racine. Ça nous est arrivé avec Aliette. Et ça, c'est formidable. J'ai du mal à visualiser la chose. Mais ça a existé Lucette, par une grande fatigue où les didascalies de Feydeau retrouvaient l'alexandrin racinien. C'était exceptionnel, mais voilà. C'est donc très important pour les acteurs de changer de peau, de costume, et de se retrouver avec des camarades différents. Et c'est aussi très important pour l'histoire du théâtre et le fonctionnement du théâtre, parce qu'on est obligé d'inventer des prouesses. Les artisans qui fabriquent les costumes, qui fabriquent les décors, qui manient l'expérience, qui servent le spectacle, doivent être capables de changer une scénographie en 2 heures de temps, à modifier les éclairages, toute la préparation du spectacle. Et c'est un exercice, on appelle la Comédie Française la ruche, c'est un exercice où toutes les parties de la maison doivent se retrouver pour trouver le bon rythme de cette alternance. Et ça, on est le seul théâtre à le faire en France. Il faut continuer à le pratiquer. C'est indispensable. 2 souvenirs, un chacun, particulièrement forts de votre passage à la Comédie Française comme spectateur ou dans vos fonctions, Aliette Martin. Alors, je dirais La villégiature, montée par Giorgio Strehler à l'Odéon, avec une distribution éblouissante. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. C'est resté le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Je l'ai vu 17 fois au théâtre. Je l'ai revu après. Dans d'autres mises en scène. Voilà. Celle-là. Non. Dans cette mise en scène-là. Dans cette mise en scène-là. Oui. Dans cette mise en scène-là. Avec Catherine Yegel, avec la jeune avec Catherine Yegel, avec Pierre Dux, avec Jacques Serres. Mila Michael, Jacques Serres, Denise Jans, Françoise Seigné, Catherine Salvia. Gérard Giroudon. François Beaulieu, Gérard Giroudon. Il y a des dynasties de comédiens. Vous venez de prononcer le nom de Françoise Seigné, c'était la fille de son père. Absolument, oui. Et d'ailleurs, ces 2 filles sont comédiennes à leur tour. Mais c'est 2 nièces. C'est 2 nièces, pardon. C'est 2 nièces, oui. Et elles... c'est-à-dire, ces dynasties ne sont pas le fruit du népotisme. Pas du tout. Samy, c'est la même chose. Catherine Samy, Cécile Samy, etc. Berger, Sylvia Berger, qui est la fille de Georges Descrières, etc. Olivier, votre souvenir? Alors, mon souvenir, j'en ai tellement, et des émotions de spectacle, je pourrais en citer des dizaines, mais mon souvenir, celui qui
rassemble et qui valorise le théâtre et le venge même, et venge Molière, c'est Antoine Vitesse chez le Pape. Ça, j'ai accompagné Antoine Vitesse, François Seigné, Bernadette Le Sachet, Catherine Salvia, ouais. qui jouait le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, invité par Jean-Paul II, ancien confrère, ancien camarade de plateau, ça a été le premier acte en juillet 88, puisque Jean Le Poulain était décédé le 1er mars précédent. Et Antoine Vitesse était son premier acte d'administrateur. Il a retrouvé le pape. On a réhabilité Molière, qui était quand même tombé dans la fosse commune, enterré dans la fosse commune, et l'excommunication des comédiens français pendant de longs moments. Vous savez qu'à la Comédie Française, on continue à faire relâche pour les jours saints. Parce que l'Église était une concurrente directe, ou le théâtre était un concurrent direct de l'Église, et demandait aux acteurs de quitter les lieux. C'est pour ça que la Comédie Française a eu plusieurs théâtres dans Paris, a été obligée de se déplacer et de ne pas jouer pendant la Semaine Sainte. Antoine Vitesse, justement, lui-même, a dit, mais je trouve ça tout à fait anormal. Nous sommes dans un État laïque, il y a une séparation de l'Église et de l'État. Je veux réinstaller les représentations au moment des jours saints. Et là, la CGT. Les machinistes et les syndicats, l'ensemble des syndicats au-delà de la CGT, ont dit pas question de toucher à un acquis social. Il veut dire que vouloir supprimer un jour de congé me paraît pas être absolument C'est difficile, l'entreprise alors la qu'il plus n'y en a facile. pas. Surtout qu'il n'y a jamais de Il n'y jour en a de pas. relâche à la Comédie Oui, Française. en plus, oui. Ce sont les seuls jours de relâche dans l'année. Oui, on joue 7 jours par semaine. Alors, et- le pape et Antoine Vitesse étaient extraordinaires parce que Jean-Paul II a effectivement été comédien avant d'entrer au séminaire, qu'il appréciait beaucoup les comédiens. On a vu comment il saluait les comédiennes. Et il y a eu une grande discussion sur Molière et sur Jeanne d'Arc, à laquelle j'ai participé en tant que témoin, entre Antoine Vitesse et le pape. Et le plus marxiste des deux n'était pas celui qu'on croit. Est-ce que tout ça a été filmé? Est-ce qu'il en reste une Il y a trace? vous pouvez trouver sur le site de l'INA, parce que c'est la ville de Lyon qui offrait cette représentation au pape avec Monseigneur de Courtrai et les élus de Lyon. Et il y a eu, ça n'a pas été filmé dans l'intégralité, mais il y a eu des photos quelques, oui. et un reportage de France 3 Lyon. Ah, alors là, on atteint des sommets. Ça va être assez amusant, la quantité de francs-maçons qu'il devrait y avoir parmi le personnel politique de Lyon pour recevoir Jean-Paul II. Dernier nom, que vous ne serez pas étonné que je le prononce et que je vous demande l'importance qu'il a dans la vie de la Comédie Française aujourd'hui, Molière. Aliette Martin. Molière, c'est le patron. Patron. Le patron. C'est une figure éternelle. C'est le chef de troupe. C'est l'auteur, bien sûr, mais c'est surtout le chef de troupe. Pour moi, ça a toujours été une figure fraternelle. Parce que quand j'avais affaire à tous les comédiens, souvent, je pensais à Molière. Olivier? C'est le fondateur et c'est le fédérateur. Et il passe toutes les époques. C'est incroyable. Sa typologie de personnage, sa vie, il raconte sa vie, sa sincérité, son talent d'auteur, de metteur en scène, d'administrateur, fait qu'il passe toutes les époques. Et aujourd'hui, le spectacle qui a été le plus joué, alors Molière bien évidemment, est celui, Molière doit avoir dans les statistiques 35 000 représentations. Tartuffe, qui a été une pièce censurée, et la pièce qui est la plus jouée à la Comédie Française. Mais la mise en scène qui dure, paradoxalement aussi, c'est la mise en scène de Claude Stratz, du Malade imaginaire, qui a connu
3 malades, 3 argants, Alain Pralon, Gérard Giroudon et aujourd'hui Guillaume Gallienne, va arriver à près de 600 représentations, ce qui est rarissime dans l'histoire de la Comédie Française et la durée. Et c'est une pièce qui a été créée il y a 24 ans. Oui, un spectacle qui a été créé il y a 24 ans. Les mises en scène qui résistent au temps sont pas extrêmement nombreuses. Et celles Molière. de Giorgio Strehler en font partie d'ailleurs. Celles de Claude Stratz, assurément. N'oublions pas que tous les 15 janvier, la Comédie Française répète la même cérémonie qui consiste à voir toute la troupe porter sur scène un buste de Molière. Et chacun des comédiens, par ordre d'entrée dans la troupe, en commençant par celui qui a encore du placenta dans les narines, le dernier arrivé, jusqu'au doyen ou à la doyenne, vient dire une phrase de son choix, extraite d'une des pièces de Molière. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ces 15 janvier, Aliette Martin, que la troupe vous a célébré quand vous êtes parti. Et, mon Dieu, à la nature et à la qualité de cette célébration, on voit bien que vos 50 ans avaient été pour elle 50 années importantes. Vous les racontez donc dans ce livre dont je parlais tout à l'heure, Ma Comédie Française, une histoire intime de la maison de Molière. C'est aux éditions du Palais. Aliette Martin, Olivier Giel, merci de vous être prêtés au jeu de cette conversation, de nous avoir éclairés sur la Comédie Française et d'avoir, je l'espère, donné à nos auditeurs l'envie de se transformer à la Comédie Française et ailleurs, ou de se prolonger en spectateur. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.